d'inspiration. Ici Zahra Issani, coach et conseillère en développement de carrière et relations d'aide. Je suis aujourd'hui avec Jonathan Chodjari. Je suis contente que tu sois là parce que ça fait peut-être 2 ans qu'on se connaît. Et puis on s'est croisés dans les salons d'immigration. Et puis ce qui m'impressionne et ce qui m'a marqué la première fois, c'était au salon de l'immigration. J'étais en bas, puis tu étais en haut et tu faisais le tour. Et je devais me dire, waouh, qu'est-ce qu'il doit penser? Enfin, pour moi, c'était, regarde ce qu'on a réussi à faire, regarde, c'est une certaine reconnaissance en fait de voir tous ces gens qui sont là. Ouais, c'est assez magique. Là, ça vient me chercher là quand tu dis ça parce que ça me rappelle la première année en fait. En 2012, on a fait ça et je me rappelle encore que les cofondateurs et moi-même, on était ensemble et on a effectivement fait le tour d'en haut et de voir tout ça devenu une réalité après tout le travail évidemment que l'équipe a pu réaliser pour ça, mais de se dire tout ça c'est là et c'est un peu là parce qu'on a fait ce qu'il fallait pour que ça arrive. C'est vrai que c'est super émouvant. Puis l'autre truc aussi, c'est quand on lance un projet de cette envergure là, ce qui est le plus paradoxal, c'est que jusqu'au jour de l'événement, on ne sait pas si les gens vont venir. Ça a l'air fou là de le dire comme ça, mais que ce soit 100 personnes, 1000, 10 000 personnes, au final, on ne sait pas. On a mis tous les moyens en place, mais on ne sait pas. Donc c'est un peu comme quand on se lance dans la vie, hein, on s'essaye, puis on voit ce qui arrive. Ben là, on voit ce qui est arrivé et c'est vraiment vrai. Ah, bah écoute, mais c'est exactement ça qui m'a marqué. Et pour faire une parenthèse, pour les gens qui nous écoutent, écoutez, Jonathan, il est président d'Immigrants Québec, il est cofondateur du Salon de l'immigration de Montréal, donc il y a une équipe derrière. Tu es aussi dirigeant des éditions Néopole et tu es aussi président du conseil d'administration de Goemio Canada. Tout à fait. Bon, c'est beaucoup de noms, tout ça, c'est beaucoup de mots, beaucoup de marques, principalement françaises d'abord. Donc c'est avant toute chose une certaine, j'allais dire, qualité d'écoute qu'on a développée vis-à-vis des marchés qu'on représente, donc le tourisme, le récréo-touristique, l'immigration évidemment, et puis plus dernièrement la gastronomie. Je pense que c'est beaucoup une question de passion en fait. Il y a une curiosité au début, et puis après il y a la volonté d'aller vers l'autre. Et quand on trouve des choses de qualité, on a envie de s'en faire l'écho. Donc c'est un petit peu ce que les différentes compagnies dont je suis aujourd'hui dirigeant ou co-dirigeant finalement mettent en avant. Si tu regardes là, les dernières années, il y a 15 ans disons, est-ce que tu pensais que tu serais où tu es actuellement? Alors, il y a 15 ans, je venais de commencer au Petit Futé, justement, en sortant de HEC. J'avais aucune espèce d'idée dans quelle structure j'allais être, parce que quand on commence des études ici, première chose qu'on vous dit, c'est grosso modo, vous allez changer 13 fois de compagnie dans votre carrière. Donc, comme vous voyez, 15 ans après, je suis toujours à la même entreprise, mais j'ai développé plein de nouveaux projets à l'intérieur. Donc, je pense qu'il ne faut pas se dire qu'il y a une voie tout établie, ça c'est sûr. Est-ce que je suis là où je voulais être? Je vais répondre bêtement, je suis heureux comme j'avais envie de l'être. Donc ça correspond plutôt bien à ce que je suis. Voilà, donc ça va. Mais tu amènes un bon point parce qu'avec tout ce que tu fais, justement, nous de l'autre côté, on voit une personne qui est reconnue, on voit une personne qui est quand même dans les journaux, enfin tu passes pas mal partout. Et de l'extérieur, on voit quelqu'un qui est humain en même temps. J'espère que je suis humain avant tout. Non, mais oui, définitivement, mais c'est de vraiment d'arriver à voir que malgré tout, j'ai envie d'appeler ça le flafla, mais dans le paraître, il y a quelqu'un d'humain, il y a quelqu'un de vrai, il y a quelqu'un d'authentique. Je pense qu'il faut faire un choix au départ. Je pense qu'on décide d'être qui on est à un moment donné. Et après ça, la façon dont on le partage avec les autres, c'est libre à soi, évidemment. Moi, je suis toujours parti du principe que le message est plus important que le messager, mais que ça prend un messager pour le faire passer. Donc, généralement, c'est la tâche qui m'incombe dans les différents projets que je lève, puisque je ne suis pas l'exécutant numéro 1 d'aucun des projets qu'on a cités. J'ai des équipes fantastiques qui font un travail de fou sur le terrain et je leur suis infiniment reconnaissant de me laisser la chance à moi de continuer de rêver et puis de réaliser certaines de ces aspirations. Maintenant, l'humanité, encore une fois, je pense que c'est plutôt la base de toute relation fructueuse. Et je crois encore une fois que ma satisfaction passe par la satisfaction des autres. Et je l'espère vice-versa. Donc il y a beaucoup de cette notion et cette volonté pour moi de partager, de comprendre et éventuellement d'aider les autres dans ce qu'ils font, par les moyens qui sont les miens évidemment. Donc, par exemple pour Immigrants Québec, quand on l'a créé avec mon associé en 2006, bon, on venait de devenir citoyen canadien, donc pour nous il y avait quelque chose de particulier avec ça. Mais au-delà de cette approche-là, c'était pas juste de se dire on va faire une action pro bono, ou on va donner de notre temps, c'était comment on peut le mieux possible utiliser ce qu'on sait faire, ce qu'on aime faire pour le bien des autres. Et ça nous est apparu évident, comme pour d'autres, de donner un concert de charité ou de faire quelque autre action que ce soit. Donc je pense qu'on a tous en notre pouvoir de changer un petit peu les choses autour de nous. Et la
somme des parties, évidemment, gagne avec tout ça. Hein. Je pense au mouvement Colibri. Je ne sais pas si vous connaissez un peu cette allégorie, mais c'est tout à fait ça. Chacun fait sa part. Et je pense qu'on a de plus en plus aujourd'hui de conscience de ces enjeux-là. Ça revient, j'allais dire, et c'est tant mieux. Et est-ce que tu as eu moi j'appelle ça des anges, mais des personnes qui ont été là pour supporter dès le départ le projet, qui ont cru en vous, des gens sur qui vraiment tu ne pensais pas compter, mais c'est arrivé. Alors il y en a eu beaucoup, mais paradoxalement, c'est des gens qui ne doivent pas, avec le recul, avoir le sentiment d'avoir fait grand-chose. C'est plutôt des personnes qui étaient au bon moment, au bon endroit. Voilà, je pense que là encore, ça ne prend pas une personne qui arrive, qui sort soit un carnet de chèques, soit une liste de contacts. Ça prend des gens qui, à un moment donné, écoutent, essaient de comprendre et conseillent. Ils croient à la cause. Aussi, mais c'est vrai qu'avant de croire à la cause, on doit croire dans les individus qui la portent. Et la plupart du temps, c'est beaucoup une question de personnes. Je veux dire, un organisme sans but lucratif, il faut quand même dire les choses, c'est des années d'investissement pour les gens qui sont dedans. Donc quelque part, c'est un choix qui est fait, j'allais dire, à chaque moment, de ne pas aller voir ailleurs, de réussir à continuer, de garder la ligne, quelles que soient les tentations qu'on peut avoir ailleurs ou même les difficultés qu'on rencontre. Donc c'est beaucoup une notion, je crois, de partage. Maintenant, j'ai quand même quelques personnes dont j'ai croisé la route qui m'ont inspiré beaucoup. Et je repense notamment à une conférence à laquelle j'ai assisté à Toronto, au Top Employment Summit, les 50 meilleurs employeurs du Canada, où tous les recruteurs, finalement, les directeurs des ressources humaines de ces énormes compagnies sont présents. Et il y avait un orateur, et c'était il y a 7 ans, 6 ans maintenant de ça, et c'était Sidney Poitier, acteur américain, qui était venu et qui s'était exprimé. Et c'était un peu paradoxal de voir un monsieur comme ça qui venait parler à des gens comme ceux-là. Et il nous a raconté toute une petite partie de sa vie, parce qu'il a une grosse biographie. Et il nous a parlé justement d'un moment dans sa vie où il était à un carrefour et il a pris le mauvais chemin. Et il y a quelqu'un, sûrement la personne qui s'attendait le moins, lui a tendu la main et l'a guidé vers un autre endroit et d'autres personnes qui ont pu l'aider et ont fait de lui ce qu'il est. Et il était venu en disant, finalement, si je suis en face de vous aujourd'hui, vous qui êtes si différents de moi, c'est peut-être pour que je vous fasse passer ce message-là. À un moment donné, si vous, qui avez le pouvoir de tendre la main, vous le faites, ça aura un impact sur beaucoup de monde en arrière. C'est un donner au suivant pour toi. C'est chaque jour. Tu te nourris de ça. Complètement. Je suis très égoïste en fait dans ma démarche. Je fais ça pour tu moi les aides avant de le faire pour eux. Ça, oui, mais ça, c'est assez normal, je dirais. Je crois qu'on m'aide comme j'aide au quotidien. Quand j'ai besoin de quelque chose, je demande. Ça, c'est la première des choses. Je crois qu'il ne faut pas hésiter à demander. Quand on est quelqu'un de généreux, quand on est quelqu'un d'ouvert, le monde autour est plutôt incliné à en faire autant. Donc il ne faut pas du tout se dire qu'on est là pour être un poids pour les autres, mais au contraire de se demander comment on peut apporter aux autres. Et peut-être que je vais t'apporter à toi et que toi tu vas apporter à l'autre. C'est pas linéaire comme démarche, mais encore une fois c'est un partage. Et que ça nourrit, c'est le petit waouh, c'est le cœur qui s'ouvre comme ça en fait. C'est vraiment complètement. Et je crois qu'il faut avoir une attitude ouverte en permanence parce qu'on ne sait jamais qui est la prochaine personne qui va franchir la porte. Et c'est peut-être la personne qui changera votre vie. Donc voilà, et bon, au quotidien, c'est dans le miroir qu'on voit avant toute chose la personne qui est capable de vous aider le plus. Donc il ne faut pas hésiter non plus. Oui, mais tu n'imagines pas, vraiment, il y a beaucoup de gens qui réalisent pas ça, ce que tu dis. Pour toi, ça paraît simple. Et justement, ma prochaine question, c'est est-ce que tu as toujours été comme ça ou est-ce qu'il y a eu un moment où, plus jeune, où c'était difficile, où il y a eu un point de bascule à un moment donné? On est beaucoup dans la réponse, j'allais dire, à notre environnement. D'abord, moi, je sais pertinemment que je dois énormément à ma mère, nécessairement, qui m'a élevé, mais pour certaines choses, parce que je reproduis certaines choses qu'elle fait, et pour d'autres où j'ai été carrément à l'inverse. Donc, quelque part, on doit d'abord s'alimenter aux sources qui sont les nôtres, les personnes qui nous regardent, qui nous protègent, nos parents, nos amis proches, et ainsi de suite. Ensuite, c'est sûr qu'on passe par des étapes dans la vie. On reste à l'intérieur pas mal la même personne, mais on décide de réagir plus ou moins bien à l'environnement qu'on a, aux choses qui nous arrivent. Des gens qui vivent des drames, des choses qui sont complètement au-dessus d'eux et dont ils ont du mal à se dépêtrer. Mais la plupart des gens ont leur lot de problèmes et leur lot de bonnes choses et peuvent décider d'affronter tout ça avec, j'allais dire, un peu de recul, un peu de philosophie, une fois passée la crise. Donc c'est beaucoup une question d'attitude et puis après, au demeurant, il faut un peu de chance. C'est-à-dire quand même une chose, il faut être capable de voir des signaux qui sont bons et puis après il faut s'accrocher un peu. Tu apportes toujours la réponse à la prochaine question. Tu te souviens, je pense que c'était il y a une année ou deux, c'était au salon de l'immigration, mais au début, on avait fait un... Voilà, non, c'était la fermeture du salon. Tu étais sur la terrasse et je suis venue te voir, puis je t'ai dit, comment tu fais tout ça? Parce que tu as l'air de recevoir, donc moi
l'énergie, la spiritualité, enfin, appelle-le comme tu veux, que je t'avais posé la question, tu dis ben, moi je ne crois pas à grand chose. La seule chose que je sais, c'est que je le sais puis je le fais, quoi. Oui, je crois qu'il ne faut pas. Chacun appelle son environnement, son écosystème, son équilibre d'un nom ou d'une forme différente. Mais au demeurant, ce qui importe, c'est qu'on soit équilibré, qu'on soit en phase avec soi-même. Je pense que les gens qui se retrouvent dans ce qu'ils sont, dans ce qu'ils font, sont plus ou moins toujours heureuses. Donc quand on est rendu à ne pas être bien avec soi-même, c'est là où les problèmes commencent. Donc je pense que quand on décide de travailler sur cette question-là, on peut aller très loin et très vite. En plus de ça, moi j'ai vu des gens passer d'un état dépressif à un état, pour ainsi dire, extatique en très peu de temps parce qu'ils avaient finalement mis le doigt sur le bobo, sur le problème. Donc quand on a identifié la cause, quand on a accepté l'enjeu, on peut commencer à y travailler et éventuellement avoir des vrais résultats. Effectivement, merci. Question plus terre à terre maintenant, pourquoi Montréal? Le hasard? Non, c'est pas vrai, il n'y en a pas. Je crois pas au hasard en fait. Mais j'étais venu ici en vacances une semaine quand j'avais 17 ans parce que ma tante avait emménagé à Saint-Sauveur pendant quelques temps. Et j'étais venu une journée à Montréal, j'avais trouvé ça super. Et puis au salon de l'étudiant, quelques mois plus tard à Paris, j'ai vu HEC Montréal. École très moderne, cours en 3 langues, c'était super. J'ai envoyé ma candidature et j'ai oublié. Et puis 6 mois après, j'ai reçu une petite lettre qui disait ce serait bien que vous nous envoyiez une traite bancaire internationale parce qu'on ne peut pas encaisser votre chèque pour étudier votre dossier. J'ai envoyé une traite bancaire internationale, $40 à l'époque, je sais. Et voilà, et puis le 20 juin de cette même année, en 98, j'ai reçu une lettre qui disait vous êtes attendu dans 8 semaines pour la rentrée. Donc j'ai pris la décision la plus, j'allais dire, effrayante, de ma vie. Je suis parti à 6000 km, loin de mon petit réseau, mon petit univers, tout ce qui était bien balisé pour moi. Et je ne regrette évidemment pas, puisque j'ai fait ici depuis ma vie. Et voilà, j'ai beaucoup de plaisir et beaucoup de chance, je crois encore une fois. Surtout parce qu'ici au Québec, on a une chance énorme. C'est qu'on nous juge, j'allais dire, beaucoup sur ce qu'on fait et pas sur ce qu'on est ou d'où on vient. Et cette possibilité-là, c'est une grande richesse. Donc je pense évidemment aux immigrants parce qu'ils ont plus que d'autres besoin qu'on évalue ce qu'ils sont capables de faire. Mais je pense aussi aux jeunes, je pense à toutes ces personnes qui aujourd'hui ont quelque chose à apporter à leur écosystème, à la société dans laquelle ils vivent, que ce soit par leur rapport en industrie, par leur bonne humeur ou pourquoi pas par une implication, qu'elle soit humaine, sociale, politique. Et les personnes qui arrivent, qui sont en train de décider s'ils doivent venir à Montréal ou même dans un autre pays, qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme information, enfin les questions, les bonnes questions, les 3 bonnes questions à se poser, disons. Allez, la première, si vous n'êtes pas heureux chez vous, demandez-vous pourquoi. Avant d'essayer d'aller voir si je serais heureux ailleurs, je pense qu'il faut quand même un peu s'interroger. C'est toujours compliqué d'imaginer des gens qui avaient finalement tout pour être heureux dans leur pays d'origine, qui quittent tout pour venir s'installer dans un autre pays, puis qui retrouvent les mêmes problèmes. Et là, à un moment donné, tu as envie de leur dire, peut-être que le problème ne vient pas de l'endroit où tu es. Ça, c'est la première chose. C'est pas toujours gentil de le dire, mais il vaut peut-être mieux le faire quand même. La deuxième chose, c'est de se préparer. Je veux dire, si on n'est pas prêt à vivre l'expérience dans son intégralité, c'est-à-dire avec tout ce que ça implique, donc il faut lire, il faut comprendre, il faut intégrer qu'on va être loin de sa famille, que si on a un parent qui a un problème, ça va être plus difficile de venir le voir. Si on a des frères et sœurs qui ont des enfants, peut-être que nos enfants à nous ne verront pas leurs cousins, cousines souvent. C'est beaucoup d'éléments qui posent quand même des questionnements importants en termes de on le vit au quotidien. Et c'est vrai pour les individus, et c'est encore plus vrai pour les familles, parce que quand on est un couple par exemple, on est 2 individus qui ont chacun un écosystème et une famille. Quand tout le monde est à côté, c'est une chose. Quand on est à distance, peut-être qu'il y en a qui le vivront mieux que d'autres. Et c'est difficile à exprimer, c'est difficile à partager. Donc c'est aussi un des enjeux importants. C'est est-ce qu'on est prêt à venir, est-ce qu'on s'est renseigné, est-ce qu'on est prêt à venir ensemble. Et puis ultimement, il faut comprendre que quand on se revient dans une culture différente, parce qu'évidemment quand on change de pays, on change de culture, et parfois c'est de l'acculturation, parfois c'est encore plus complexe comme processus, il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en ligne de compte. Il faut se demander si l'endroit dans lequel on va aller continuer sa vie pour au moins un moment correspond relativement bien à nos attentes, mais aussi à nos valeurs. Et si notre culture va pouvoir continuer d'exister au sein de cet écosystème-là, parce que vivre dans des ghettos, c'est jamais agréable, nulle part. Donc je crois qu'il faut aussi beaucoup s'interroger sur, c'est peut-être le paradis, mais est-ce que c'est mon paradis? Est-ce que c'est un endroit où moi je suis capable de m'exprimer, d'être moi-même? Donc je pense qu'avec ces 3 questions-là, on fait, j'allais dire, le tour des cas d'école. Après, personnellement, je crois que
venir repérer le terrain avant de venir s'installer durablement, faire une L'hiver, première surtout. expérience de vie, oui, enfin, des choses bêtes. Il y a des gens qui s'en fichent complètement, pour qui ça passe au-dessus de la tête, et d'autres pour qui c'est un traumatisme 20 ans après. Donc il faut peut-être s'interroger avant sur est-ce que je me suis vraiment donné une chance de réussir. Maintenant, l'entrepreneuriat. Comment tu as fait? Est-ce que c'était décidé quand tu es rentré à HEC Montréal, je voulais être entrepreneur, ou c'est plus la vie t'a suivi? J'avais un plan. J'avais un plan super précis. Okay. Je devais travailler pendant 3 ans en sortant de HEC pour une grosse entreprise, faire des contacts, prendre toute l'expérience dont j'avais besoin pour ensuite lancer ma boîte. Au lieu de ça, je suis rentré dans une toute petite structure qui était la filiale canadienne d'un groupe français, familial qui plus est assez gros, et il s'est avéré que j'y ai pris tellement goût que je suis resté. Et comme c'était une maison d'édition, je suis devenu éditeur, alors que je n'avais pas étudié pour ça, marketing et gestion internationale. Donc je pense que l'entrepreneuriat, c'est plutôt une façon de relever un défi, d'être opportuniste et de se dire à un moment donné, il y a un projet, il me plaît, j'ai envie d'être celui ou celle qui va faire que ça fonctionne. Après, il faut avoir les moyens de le faire, il faut avoir l'énergie pour le faire, et puis après, il faut s'entourer des bonnes compétences. Parce qu'encore une fois, un entrepreneur tout seul, pour moi, c'est un constat d'échec. J'allais dire, quand bien même il ramènera beaucoup d'argent, c'est pas vraiment intéressant. L'idée, c'est quand même de construire quelque chose, de bâtir autour d'une idée, d'un projet. Et je vois rien de mieux que finalement la conjugaison des talents pour ça. Donc ma plus grande force, quand on me dit tout le temps tu fais des super projets, c'est parce que ma plus grande force, c'est de bien m'entourer. Concrètement. Voilà. Et puis c'est aussi laisser les gens s'exprimer. Quand on choisit des personnes compétentes, qualifiées, qui ont de bonnes idées, qui ont le cœur à l'ouvrage, il faut les laisser exprimer cette volonté, cette énergie. On n'est pas parfait, on fait des erreurs tous. C'est sûr qu'on peut être là dans un rôle conseil, puis c'est vrai qu'un directeur doit être un petit peu plus tranché, j'allais dire, dans ses positions, mais il faut toujours laisser s'exprimer ceux qui ont à cœur de faire que ça marche. Et en parlant d'erreurs, justement, des erreurs, quand tu es dans le creux de la vague, parce que la vie c'est souvent comme ça, comment tu fais pour t'en sortir? C'est quoi tes outils? Je dois avoir des bons anges gardiens, même si je ne suis pas croyant dans un truc parce qu'il n'y en a pas beaucoup de creux. C'est pas ça, c'est qu'à chaque fois qu'il y en a un, il y a comme une solution miracle qui arrive. Donc quelque part, je crois dans une certaine forme de karma. On fait du bien, on reçoit du bien. Bon, mais il s'avère que généralement, il y a du bien qui m'arrive. Maintenant, je pense qu'il faut garder une attitude constructive, positive. Il faut continuer d'exprimer à la fois sa confiance, mais également ses craintes. Il ne faut pas avoir peur de demander de l'aide. C'est vraiment important parce que l'univers, on va l'appeler très largement, mais les gens qui vous entourent ont peut-être des éléments de réponse. Peut-être que l'aide est plus proche que vous ne le pensez. Seulement si vous n'exprimez jamais les choses telles qu'elles sont, on se fait une fausse idée, puis on va avoir tendance à pas penser que vous avez besoin d'aide ou que vous avez besoin de quelque chose. Donc ne pas hésiter à formuler, à appeler, dire bonjour, voilà, j'ai un projet, je sais que tu es quelqu'un d'assez carré dans ce que tu fais, j'aimerais ça avoir ton avis. Et si tu avais une demi-heure ou une heure de ton temps à me consacrer, j'apprécierais beaucoup. Voilà. Moi, il y a des fois, je le fais, je l'ai encore fait il y a un mois de temps, et puis je le fais régulièrement sur des projets complètement différents, pour lesquels j'identifie parfois des personnes qui ont un recul que moi j'ai pas. Et puis l'autre chose aussi, c'est qu'on est vite seul quand on prend des décisions, parce qu'on en a toute la charge, toute la responsabilité, tous les lauriers aussi, mais les lauriers finalement c'est bien peu de choses à côté de ce que ça représente de prendre des décisions dont l'impact peut toucher beaucoup de gens. Donc c'est d'autant plus important de se retrouver avec d'autres personnes qui ont ce même genre de problématique ou qui l'ont eu et qui peuvent servir, alors tantôt de mentor, tantôt personne qui écoute, parfois quelqu'un qui partage ou qui dit tiens, moi j'ai une expérience un peu comparable dans un autre domaine à un moment donné, qui sait, peut-être que ça pourrait t'aider. C'est ton jeune. C'est un effet domino pour toi, hein. Tout ce que tu fais, le fait de créer, quelque part tu crées des emplois, ça aide des hommes, des familles, ça aide... Je ne sais pas jusqu'à quel point ce que je fais aide véritablement, mais ce que je sais, c'est que je le fais en conformité avec ce en quoi je crois. J'ai tendance à faire d'abord travailler des entreprises locales, j'ai à cœur de fonctionner en bonne intelligence avec l'environnement qui est le mien. Je crois beaucoup dans la politique, dans le sens des affaires de la cité, et je crois que les entrepreneurs, les acteurs économiques ont un gros rôle à jouer dans cette société-là, notamment par leur consommation. Alors évidemment, un entrepreneur qui a des entreprises a d'autant plus d'actes de consommation, et donc encore plus de responsabilité par rapport à ça. Donc j'ai beaucoup d'admiration pour les grands entrepreneurs qui continuent de défendre ces valeurs-là, et je pense encore qu'aujourd'hui on a un intérêt renouvelé, j'allais dire, dans ces préoccupations parce qu'il y a une meilleure compréhension des enjeux. Et que ce soit par un documentaire qui passe au cinéma, que ce soit par un petit message qu'on s'envoie entre amis ou n'importe quoi, je crois
crois que la conscientisation, c'est le début de quelque chose. Tu imagines pas, ce qui est incroyable dans l'histoire, c'est que tu n'imagines pas tout ce que tu fais. Tu sais, tu le vois, mais il y a une telle humilité que tu ne... Enfin, mais c'est énorme. Mais je t'apprends rien, ni à toi, ni à personne d'autre. Je fais qu'effacer un nuage qui t'empêche de voir. Je ne fais rien. Moi, je n'ai pas mis le soleil à sa place. Non, je sais bien, mais en fait, ce nuage-là, justement, que juste tu enlèves, elle redonne la vue à la personne. Et ça, c'est ce geste-là pour pouvoir avancer. De carreau, hein, tu sais. Exactement, tu peux t'appeler la grande carreau si tu veux, mais dans le fond, effectivement, mais c'est que cette personne-là qui est touchée, comme moi, enfin, je me souviens très bien du feeling que j'avais, puis je dis, un jour, j'aimerais ça être en haut, puis regarder l'œuvre, tu sais, puis dire, puis ça a aidé quelqu'un, puis ça, là, j'en ai les larmes aux yeux, mais de voir l'impact qu'on fait. Et je trouve ça... Mais humainement parlant, il n'y a rien de plus beau que de voir quelqu'un qui réussit. Et quand tu regardes les Jeux Olympiques, tu n'es pour rien dans l'entraînement de ces gens-là. Mais c'est beau de le voir. Donc quelque part, il y a cette volonté de faire partie d'un tout, d'un collectif. Tu sais, on appelle ça la noosphère, tu sais, l'esprit collectif qu'on a tous au-dessus de nos têtes. Et je crois que beaucoup de gens qui pensent à des choses positives, ça entraîne des choses positives. Donc encore une fois, on peut appeler ça comme on veut, mais c'est pas l'enjeu. Le nom, ça n'a pas d'importance. Merci. Et une autre question, tu es tellement occupé, tu as des enfants à la maison, on gère ça comment? Alors comment on gère ça? D'abord, on les aime, d'accord, ça c'est la première chose, on les aime tout le temps, même quand on travaille, même quand on fait des déplacements. La deuxième chose, c'est qu'il faut mettre des priorités. Moi, ils sont en haut de ma chaîne de priorité, même si on arrive de les laisser évidemment pour faire d'autres choses. Mais même quand je les laisse, je suis encore là, où que je sois, je fais un FaceTime avec eux tous les soirs, je parle avec eux, je suis présent, je suis autoritaire quand il faut, j'essaie d'être doux aussi, les écouter. La deuxième chose, c'est que la conciliation travail-famille, comme on l'appelle, c'est avant toute chose une question de compromis. Ça se fait à plusieurs, évidemment. Hein. Moi, j'ai une maman qui va avec les enfants, puis cette maman-là, elle fait énormément de choses pour eux, et elle est dans le même état d'esprit que moi, donc on tâche de toujours être là pour eux et de partager ces moments, soit avec l'un, soit avec l'autre, la plupart du temps. Et puis après, je dirais qu'au demeurant, c'est une question de partage. Il vaut mieux passer pas beaucoup de temps ensemble, mais du temps de qualité, du temps où on fait des choses. Donc il faut parfois aussi accepter de faire des choses ensemble avec les enfants. Il ne faut pas se dire, tiens, moi je fais les tâches d'adulte, ils font les tâches d'enfant. Non, parfois on peut faire des choses ensemble, on peut partager des moments, découvrir des choses ensemble. Je crois que c'est beaucoup ça. Après, c'est une question d'emploi du temps. Moi, tous les matins, par exemple, c'est barré jusqu'à 9h, je suis avec mes enfants. Donc travail, pas travail, objectif, pas objectif, à part les 2 fois 10 jours dans l'année où je suis à l'étranger, je suis avec eux le matin. Et le monde ne s'arrête pas de tourner, et puis à 9h, je prends mes dossiers. Voilà, à 9h30, j'arrive au bureau, je demande à tout le monde comment ça va, et puis c'est là où la journée commence. Donc il ne faut pas se laisser déborder, j'allais dire, par un champ au-dessus de l'autre, parce que sinon on est débalancé. Puis l'équilibre à l'intérieur de soi, c'est ce qui fait qu'ensuite le reste de sa vie, de ses projets est équilibré. Donc encore une fois, sans essayer de jouer Tetris ou Lego, il y a une volonté de construire, et ça ne peut fonctionner que si on met les grosses pièces en bas et les petites pièces en haut. Non, c'est bon, tu vas avec tes priorités. Comme tout le monde, j'espère, en tout cas, le plus possible. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Jonathan? Tout pareil, j'allais dire, ouais, vraiment, voilà, que tout aille bien autour de moi. C'est sûr que je me nourris énormément de ce qui m'entoure. Donc, de savoir que tu es bien, de savoir que tous les gens qui m'entourent sont bien, moi ça m'alimente, ça me permet de construire justement pour des choses à venir, pour de nouveaux projets, pour des idées, ou même pour ne serait-ce que continuer ce qu'on fait déjà bien et qu'on aime. Donc, j'ai pas la volonté de faire grandir les choses éternellement. On m'a fait grandir avec une notion qui dit que les arbres ne montent jamais jusqu'au ciel. Et je suis convaincu qu'un bel arbre, c'est pas l'arbre le plus grand, c'est celui qui a les meilleures racines, qui prend bien le soleil, puis qui a sa place. J'espère que je vais pouvoir rester à ma place. On te souhaite de rester à ta place. Merci beaucoup. Et les amis, si jamais vous voulez, je vais mettre les liens d'Immigrantes Québec, tous les liens que tu veux, n'hésite pas à me les envoyer, je vais les mettre. Et l'autre chose que je veux rajouter sur Jonathan aussi, c'est que quand on est avec toi, et ça m'avait aussi marqué la première fois, que je pense que j'ai dû t'observer, mais c'est que quand on est avec toi, il n'y a plus rien qui existe dans le monde. On a l'impression d'être la personne la plus importante en fait. Mais c'est le cas. Et c'est ça que je dis. Non, mais quand la porte est fermée, ce qui se passe à l'extérieur, c'est à l'extérieur. C'est ça, mais c'est beau.
Donc merci. Oui, mais j'ai le sentiment que c'est réciproque, donc il n'y a pas de problème. Mais ce que je veux dire, c'est que, encore une fois, à quoi bon être là qu'à moitié? Qu'est-ce qu'on gagne? Est-ce que ceux qui bénéficient de l'autre moitié bénéficient vraiment? Je ne crois pas. Et encore une fois, je me doute bien, il y a plein de dossiers qui sont en attente, il y a des gens qui m'attendent probablement pour d'autres choses, mais à la rigueur, quand je vais être avec eux, je ferai 100% avec eux. Donc je pense que ce qu'ils apprécient quand je suis avec eux, ils n'apprécieraient pas que je leur enlève, donc je ne crois pas qu'il faille favoriser l'un au-dessus de l'autre. Après, il faut bien gérer son emploi du temps quand même. Merci beaucoup. Merci à toi.